Donc on va parler effectivement des transformations agiles guidées par la donnée. Hop. Bah déjà bon, merci aux sponsors, c'est grâce à eux qu'on est ici. Et puis il y en a certains, je passerai vous faire un bisou sur vos stands. Ceux qui ne me connaissent pas, brièvement, je suis Robin Béraud-Sudreau. Je me décris souvent comme étant un papy de l'agilité, parce que je suis tombé dedans vraiment en étant tout petit. À une époque, c'est moins le cas maintenant, les gens me connaissaient pour ça, quand j'allais dans les conférences, pour le site coachagile.com, qui a été, il l'est plus, qui a été à un moment le site qui avait le plus de trafic dans la francophonie, sur l'agilité, hein, bien sûr. Et puis maintenant, je suis plus sur la chaîne Scrum Life. Si vous ne connaissez pas, abonnez-vous sur la chaîne YouTube. Et puis sinon, qui est-ce que je suis alors comme je le disais, moi j'ai un passif tech, passé tech, et je continue. Je suis plus côté développeur, DevOps, etc. Et puis j'habite en Espagne maintenant, je vous dis des choses pêle-mêle. Je suis papa de 2 enfants, j'ai des cernes énormes depuis que je suis papa. Et du coup, je fais des nuits de 3 heures depuis 2 ans, donc je suis éclaté. J'espère que ça vous ira quand même, cette conférence. Mais j'ai pas pris de risque, parce qu'après avoir dit tout ça, je vous mets littéralement le dernier slide de la conf. Comme ça, si ma présentation ne vous a pas inspiré confiance, vous avez le dernier slide et vous pouvez y aller. Je ne vous en voudrais pas. C'est l'outcome. Si vous êtes quand même intéressé par comment est-ce que j'arrive à cet outcome, bah, restez ici. J'espère qu'on va passer un bon moment ensemble. Alors, au fil des années, dans ma carrière de coach agile, transformation après transformation, j'ai longtemps cherché le facteur commun aux transformations agiles réussies, parce que j'ai eu des beaux échecs et des belles réussites. Et puis, pendant 15 ans, je n'ai pas trouvé, et j'ai l'impression que je l'ai trouvé il n'y a pas si longtemps, et cet ingrédient magique, c'est le doute. Parce qu'en fait, le doute a un pouvoir assez incroyable, je vais l'illustrer par des exemples, sur justement la capacité à se questionner, à expérimenter, et finalement à aller vers le mieux. Preuve en image. Au fil des années, dans ma carrière de coach agile, j'ai longtemps cherché le facteur commun pour une transformation agile réussie. Puis j'ai cherché pendant 15 ans et je n'ai pas trouvé. Il y a un effet de style. Et je crois que j'ai trouvé, c'est le doute. Parce qu'en fait, le doute, ça a un pouvoir formidable, je vais le montrer dans quelques slides, sur la capacité qu'une organisation a à se questionner, à se réinventer, à aller vers le mieux. Et en fait, le doute, c'est une des compétences, on le verra, pour moi, nécessaire dans une transformation guidée par la donnée. Alors non, je pense pas que j'ai bugué. Enfin, j'espère pas avoir bugué. En fait, hier, parce que je faisais la confidence là, à des copains, hier j'étais en train de préparer mes slides pour la conf, et je me suis dit, merde, c'est quoi la meilleure formulation? Et du coup, j'ai voulu expérimenter. C'est quoi, pour vous, la meilleure formulation du coup? Est-ce que c'est ma seule certitude, c'est qu'il faut apprendre à douter? Ou ma seule conviction, c'est d'accepter de ne pas en avoir? Qui est pour l'option A? À main levée. Ça veut dire de mesurer. Qui est pour l'option B? Ah, l'option A est mieux. Très nettement, je pensais pas. Ouais, est mieux, c'est vrai. T'as raison. Mais t'as tout à fait raison. La fatigue me fait pas rentrer dans ces subtilités, mais t'as raison. Et du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas bugué, ça je vous l'ai déjà dit, mais j'ai expérimenté, j'ai mis en place une feedback loop, j'ai mesuré, merci, effectivement, quantitativement. Et puis j'espère que ça me permettra de prendre une décision pour améliorer ma conf, mais en se basant sur une décision informée, enrichie de ce feedback. Bon, c'était une petite blague bien sûr, mais tout ça c'était pour dire, je suis quelqu'un, moi, pas sûr de moi du tout. Sauf quand j'ai des convictions, mais manque de peau, j'en ai plus aucune, depuis pas très longtemps. Et je pense
que douter, c'est pas un défaut. Et en entreprise, très souvent, quand il y a des gens qui sont pas sûrs d'eux, c'est un peu un défaut. Pour tout dire, hein, moi, quand j'accompagne des codires, des personnes stratégiques et tout, il faut que je donne une image de sûr de moi. Mais en fait, maintenant, c'est plus ce que j'essaie de faire. Ce que j'essaie de faire, c'est que j'essaie de leur transmettre mon doute ou de les faire douter eux-mêmes. Et j'ai l'impression que dans les transfos agiles qui réussissent, c'est-à-dire où après on observe vraiment des résultats, et on va voir comment on mesure ces résultats, hein, je ne vous le dis pas tout de suite, bah, c'est justement en apportant mon défaut fondamental qui est de douter, mais en fait en le transmettant à des fois des directeurs généraux, je parle au quotidien à des exécutifs qui des fois ont entre guillemets hiérarchiquement plusieurs milliers de personnes sous eux qui doutent jamais, et moi j'essaie de leur apporter le doute plus que de leur apporter des certitudes. Pourquoi? C'est parce que je pars du principe qu'une transformation agile réussie se base jamais sur des certitudes. Je l'ai déjà vécu plein de fois hein, sur des trucs bêtes, genre je ne vais pas donner les noms des personnes que j'ai accompagnées, mais ouais, on va tous mettre en place Safe, on va mettre en place Scrum, c'est trop bien. Ben ok, on le fait, mais si on ne questionne pas le sens, ça ne marche pas. Et quand ce qui marche, c'est quand j'ai plus des gens qui parfois ont des certitudes, mais quand on leur dit, là où ça marche bien, c'est quand on est, bah ouais, je sais pas trop en fait ce que j'ai envie de faire. J'ai envie de m'améliorer, mais je sais pas trop vers où, dans quel chemin, puis je sais pas trop comment je vais y aller, etc. Et cet ingrédient-là, encore une fois, le doute, systématiquement, no joke, hein, ça fait plus de 15 ans que je fais ce métier, quand il y a des questionnements comme ça a beaucoup plus de chances d'aboutir que quand j'ai quelqu'un qui est très sûr de lui et qui me dit « Viens, je te sollicite pour faire ce truc prédéterminé, etc. » Je vous ai dit que je voulais vous montrer un exemple sur l'importance de douter. Est-ce qu'il y a des parents dans la salle? Ça marche, merci d'avoir levé la main. Est-ce que vous connaissez tous cette courbe-là? Ouais. Est-ce que vous êtes tous convaincus que la croissance d'un enfant est linéaire? Vous connaissez déjà ce que je vais vous montrer? Enfin, ok. Vous savez pourquoi c'est fondamentalement complètement faux, en fait, ça? Il y a quelqu'un qui a douté. Quelqu'un qui s'est dit, alors c'est vieux, hein, c'est en 92, une chercheuse qui s'appelle Michelle Lompel, et qui en fait elle s'est dit, elle comprenait pas pourquoi son gamin, pardon pour le côté dénigrant du mot gamin, je vous ai dit je suis fatigué à cause des miens, elle comprenait pas pourquoi son enfant, genre le lundi c'était un petit ange adorable, et le mardi c'était un putain de gremlins. Et elle s'est dit, c'était une chercheuse, elle s'est dit, il faut que je comprenne qu'est-ce qui se passe. Et du coup, elle a eu l'idée de mesurer tous les jours, plein d'enfants. Il y a un échantillon assez énorme. Alors, l'étude, moi j'ai d'abord découvert ça sur un reportage Netflix, mais après j'ai été télécharger l'étude qui fait 800 pages, et je n'ai pas lu les 800 pages, mais je l'ai plus que survolé, je l'ai quand même un peu regardé. Et ce qui est intéressant, c'est que les humains, et alors on est peut-être les seuls mammifères, comme ça, les autres qui ont été analysés sont dans une croissance linéaire, mais les humains, on est les seuls à grandir par paliers. Donc ça, c'est ces mesures hein, sur un enfant. Et du coup, pourquoi est-ce que ça nous a permis de comprendre des trucs? Vous allez voir pourquoi je rattache ça à la Data Driven Transformation après. Ce qu'on a compris, c'est ben voilà, pourquoi j'ai mon gamin qui est adorable le lundi et qui est un petit monstre le mardi. Mais c'est parce qu'en fait, il y a des choses qu'il sait faire, il commence à maîtriser ses mains, commence à savoir marcher et tout. Il se tape pendant la nuit 1 cm de croissance, et le lendemain, il n'arrive plus à rien faire. C'est super frustrant. Sauf que lui, il ne peut pas l'exprimer autrement qu'en criant, etc. Donc ça a déjà donné, le doute qu'elle a eu, Michelle Lompel, ça a déjà donné ces clés de compréhension-là, qui n'ont pas encore été diffusées. Hein. Je ne sais pas si les parents parmi vous le savaient, moi je l'ai découvert, encore une fois. Et donc vous pouvez regarder les 2 premiers épisodes sur Netflix, ils sont plutôt pas mal. Ou faire comme moi, télécharger l'étude qui est plus complète, mais c'était ça qui était intéressant. Juste en faisant la conf, ça c'est pour le dire parce que je trouve ça incroyable aussi, j'ai trouvé une autre étude de 2024 qui s'appuie sur cette étude-là. Hein. Encore une fois, il y a eu des centaines d'enfants qui ont été mesurés, c'est un truc prouvé, et qui essaie de comprendre une chose, c'est pourquoi les individus grandissent, certains très vite, d'autres non. Et alors, c'est pas encore prouvé parce que l'étude est en cours, mais l'hypothèse qu'il cherche à confirmer, c'est qu'en fait, ça vous le savez peut-être, c'est le cerveau qui vous dit quand est-ce que vous pouvez grandir ou pas.
D'ailleurs, il y a des personnes qui ont le cerveau qui dysfonctionne et donc qui ont des croissances démesurées, qui font 2,30 m. Enfin, les personnes les plus grandes du monde ont ce problème-là. Et donc, l'hypothèse qu'ils essaient de prouver, c'est que, en fait, le cerveau, quand il trouve que les capacités motrices sont suffisantes, donc quand, je sais pas, je suis un enfant, j'arrive à marcher et tout, bah, il y a un mécanisme, bien sûr inconscient, qui dit « Ok, on se fait la petite poussée de croissance que vous voyez ici ». Pourquoi je vous parle de ça? C'est juste pour dire, bah, on était sur les modèles d'avant, ok, on a l'impression que c'est linéaire, tout va bien, etc. Mais il y a des choses qu'on ne comprend pas. Le fait de douter, il y a un vrai pouvoir, hein, parce qu'on arrive à expliquer, grâce à ce... Hop là, qu'est-ce que ça m'a fait ça? Voilà. On arrive à comprendre, grâce à ces paliers, on arrive à expliquer le comportement que nous, on a vécu aussi, mais des jeunes enfants. Nous, on s'en souvient plus forcément. Donc, encore une fois, pour moi, le doute permet de se questionner et permet d'avancer. Mais pour pouvoir avancer, bah, il faut mesurer. Alors là, c'était des centimètres, c'est facile. Mais comment on fait dans une organisation, comment on fait dans une entreprise qu'on accompagne pour savoir, ok, je te transmets mon doute, tu doutes, mais bah, comment on va aller vers le mieux? Qu'est-ce qu'il faut mesurer? Et on va voir deux choses principales dans cette conférence. On va voir le framework, on va parler de EBM. Je ne sais pas si ça vous parle à tous, l'Evidence-Based Management. On le verra. Je vois quelques oui, ça va. Je dis à tous, il y en a 3 ou 4 qui vont hocher la tête. Et on reparlera un petit peu je dis reparler, parce que pour moi c'est mon quotidien en ce moment, mais d'Accelerate. Pareil, si vous ne connaissez pas, je vous l'introduirai. Mais avant ça, j'ai pris le parti de vous le faire un tout petit peu, pour ceux qui ne connaissent pas, en mode storytelling. Et je vais vous parler d'une expérience personnelle que j'ai vécue en parlant d'un data-driven riding. Alors qu'est-ce que c'est? Pour le coup, ça je pense que c'est que de moi, parce que c'est encore une fois une aventure personnelle que j'ai vécue cet été. Je vous explique. Encore une fois, c'est un vrai storytelling, hein, c'est pas une histoire que j'invente, c'est un truc du vécu. Ceux qui me connaissent, j'étais bordelais pendant longtemps. Vous me voyez souvent, je faisais tous les âges du Tour du Sud-Ouest, etc. Puis maintenant, j'ai déménagé il y a quelques années en Espagne et là j'habite dans la banlieue de Barcelone. Okay, mes convictions écolo, et puis surtout le fait qu'on n'a qu'une voiture, c'est que j'amène mes enfants en vélo à l'école. Avant j'étais valencien, j'ai déménagé récemment dans la banlieue de Barcelone. Il faut le dire, c'était cet été. Pourquoi je raconte tout ça? C'est parce que ça m'a posé un problème. Ma femme est prof, elle a des horaires de prof, donc elle doit être avant les élèves dans son école. Et moi j'amène mes filles, il faut bien qu'elles aillent à l'école, donc voilà, ça c'est littéralement c'est le trajet que je fais en vélo. Hein. Vous avez mon adresse ici si vous voulez venir me voir. Venez, je serais content de vous accueillir. Alors c'est très sympa, vous voyez, là c'est sur la plage. C'est très beau, mais c'est grosso modo, je vais dire une demi-heure, parce que j'ai une carriole derrière avec deux gamines dedans, et que j'ai jamais été un grand sportif, je ne le suis toujours pas. Mais je vais vous donner mon dilemme. J'ai voulu améliorer ce temps de trajet. Encore une fois, vous allez voir comment est-ce que je le rattache après à la Data Driven Transformation. J'ai voulu améliorer mon temps de trajet parce que, au démarrage, je me faisais grosso modo une demi-heure aller, une demi-heure retour le matin. Et j'arrivais pour la formation Scrum Life en sueur à 9h30. True story, hein, parce que ça commence à 9h30, le boulot. Et puis, j'allais les récupérer le soir. Donc, je partais, j'allais les récupérer aussi 1h le soir. Et on a eu un souci, c'est qu'en septembre, la cantine a fermé. Donc là, c'était déjà 1h matin, 1h soir. La cantine a fermé, ça voulait dire 1h le matin, 1h grosso modo à midi pour aller chercher mes filles que j'amenais à bouffer, 1h pour les ramener à l'école, et 1h le soir pour revenir. Donc je suis passé de 0 sport à 4 heures de sport par jour, ça c'est bien. Mais j'avais plus le temps de bosser. Alors j'ai continué à bosser pour mes clients le soir, la nuit, mais c'était pas viable. Donc je me suis dit, ok, comment est-ce que je peux améliorer ce temps de trajet? By the way, on va parler du lead time et du bicycle time. Super van que j'ai trouvé, j'étais très fier de moi. Ça a remplacé une vanne que je vous donne. Je sais pas comment on appelle les Vélib à Nantes. Parce que comment? Les biclous, voilà. Parce qu'avant j'avais la vanne, la vélocité. À Nantes, du coup, on dit biclou, c'est ça? Bon, bref. Ah, il y en a qui l'ont eu vraiment après. Mais vous pouvez les caser, hein, ça fait toujours son petit effet. Du coup, voilà, je pars du principe. Alors, on peut
Vous connaissez peut-être, est-ce que vous connaissez dans la salle la différence entre lead time pour quelque chose qu'on développe et cycle time? Oui? Pas tout le monde? Ok. Brièvement, le lead time noble, pas celui dont on parle des fois dans certains bouquins, c'est le moment où on capte le besoin jusqu'au moment où la solution est livrée et disponible dans les mains des utilisateurs. Ça, c'est le lead time. Le cycle time, c'est plus en combien de temps ça met pour traverser le système, l'équipe technique, dans les grandes lignes. J'ai essayé de tirer la métaphore, je me suis dit, ok, j'ai mon lead time. Une chose qui est intéressante, ce qu'on va voir dans quelques slides, vous connaissez du coup Accelerate à main levée? Ça commence, ça fait son petit... Ça y est. L'étude Accelerate, donc bon, j'en parle dans quelques slides, je le détaillerai après, mais montre que le lead time est corrélé à la performance des organisations en termes de part de marché et rentabilité. C'est montré scientifiquement, si vous considérez que les stats c'est de la science, dans Accelerate. J'y reviendrai après. Mais donc moi je me suis dit, ok, comment est-ce que je peux faire pour réduire mon lead time? Bon bah déjà, sur le lead time, je ne parle pas que du cycle time, ou du bicycle time, je recase ma vanne. Là c'était préparer la veille les vêtements, ça tous les bons parents le font, les mauvais aussi d'ailleurs peut-être, je sais pas, bref. Ici j'avais préparé aussi les sacs, les goûters, enfin maintenant je suis très rodé, je prépare tout la veille. Et puis, ok, ça j'avais eu l'impression d'avoir optimisé un max en anticipant comme ça, mais je me suis dit, ok, comment est-ce que je peux finalement réduire mon cycle time, et donc bien sûr mon lead time, et donc augmenter ma performance, parce que j'irai tout simplement plus vite, ça me permettra de bosser mieux. Et by the way, je vous répète, le lead time, c'est prouvé dans Accelerate, on montre que ça joue sur la performance de l'entreprise. Alors, j'ai mesuré. Alors là, je l'ai dessiné sur mural, c'est un peu dégueu, mais j'ai vraiment mesuré tous les jours mon lead time. Sur un trajet aller, mais ça, je présuppose, peut-être à tort, que c'est la même chose pour le retour et que c'était la même chose les 4 fois dans la journée. D'abord, alors j'ai pas remis la slide, mais j'ai adapté mon trajet parce que je passais par des endroits, etc., qui n'étaient pas forcément les mieux, surtout que j'avais des grosses côtes. Bon bref, j'ai optimisé mon trajet en vélo. Ça a joué sur... Donc là, je ne l'ai pas dit, mais enfin, si, j'ai dit tout à l'heure, j'étais grosso modo à 30 minutes. Ça a joué déjà pas mal. Ensuite, il y a l'anecdote que je vous raconterai de la cantine qui ferme. Je suis passé à 4 trajets par jour. Et ce qui est drôle, c'est moi, comment je l'explique, c'est au début, ça a eu un impact négatif sur mon temps de trajet parce que tout simplement, j'étais éclaté, vraiment. Je suis pas sportif du tout et j'avais les jambes en feu, donc je pédalais pas vite, donc j'allais lentement, donc ça a fait remonter le lead time. Mais après, j'ai récupéré un peu de cardio et du coup, le lead time a recommencé à descendre. Ensuite, bon, j'ai eu une crevaison, j'ai changé complètement mon vélo, etc. Et donc ça a refait monter beaucoup le lead time, le temps que j'appréhende un peu la machine. Et après, j'allais dire, rien à part de la pratique, et puis du coup, les conditions physiques font que ça a joué sur le lead time. Et ça, c'est pour l'anecdote, mais c'est vrai, on m'a appelé il n'y a pas très longtemps, mes filles sont souvent malades, et à l'école, ils m'ont appelé en disant « Ah, viens la chercher, il faut de la ventoline et tout ». Alors, il y a eu le coup de stress aussi, mais là où avant j'étais à une demi-heure, 2 mois après, j'étais à 15 minutes sur mon temps total de trajet. By the way, il y a un truc que je voulais aussi dire. L'étude Accelerate, qu'on va voir dans quelques slides, elle dit aussi que, le lead time est corrélé à la performance des entreprises, mais c'est pas tout. C'est ce qu'on appelle les DORA métriques. Elle dit aussi que la fréquence de déploiement est corrélée au lead time, est corrélée à la performance de l'entreprise. La fréquence de déploiement, c'est combien de fois on est capable de livrer de la valeur dans un laps de temps donné. Est-ce que vous, dans votre organisation, vous livrez tous les 6 mois? Est-ce que vous livrez tous les jours? Est-ce que vous livrez 10 fois par heure? Bref, ce genre de choses. Je trouvais ça drôle parce que finalement, si moi je devais faire une métaphore un peu tirée par les cheveux, ma fréquence de déploiement, ça serait peut-être ça. Et du coup, ça a eu un effet sur mon lead time. Je trouve ça drôle de vivre la même chose. Et du coup, je vous l'ai dit, bon là, c'était juste montrer effectivement que le lead time, finalement, pour améliorer le lead time, il y a des choses qu'on peut faire dans la vraie vie et ça marche. Vous pourrez me dire en feedback si ce storytelling vous a plu ou pas. Mais là, je vais vous parler d'Accelerate et j'ai marqué, alors peut-être un peu trop tôt dans la présentation, mais Accelerate, pour moi, c'est le moteur. Je vais dire pourquoi. Pour ceux qui ne connaissent pas encore, super bouquin qui a, en 2018, complètement chamboulé le monde de l'agilité, les communautés agiles. Ça commence à être un peu vieux. Pourquoi? Alors, 2018, c'était surtout aux États-Unis. Post-Covid 2020, on a commencé à en parler en France.
Moi, j'étais dans les tout premiers à le pousser. Alors, j'ai parlé avec Nicole Forsgren, en l'occurrence, qui est une des autrices, avec Jason Bull et Jenny Kim. Et donc vous l'avez en niveau 2. Je vais vous en parler un petit peu, voilà, quasiment en direct de ce bouquin. Mais donc, il a chamboulé l'industrie. Alors déjà, pourquoi? Ce qui a été très apprécié dans le livre Accelerate, c'est que c'est une étude scientifique. Finalement. Le bouquin est juste une formalisation d'une étude scientifique. Comme toute bonne étude, elle a été réalisée en se basant sur la collecte de feedback. Donc vous pouvez encore y aller d'ailleurs. Vous allez sur DoraDev, vous pouvez encore répondre à ce formulaire, où ils vont poser plein de questions sur votre organisation, votre manière de travailler, etc. Mais aussi des études de terrain. Et ils ont été voir... faudra que je vous parle, j'ai pas mis de slide là-dessus parce que c'est sorti trop récemment, l'étude Dora Metric 2020, enfin Dora 2024. Pardon, je ne veux pas diverger. Mais juste pour dire les 23 000 feedbacks, il y a eu des études de donc des gens, chercheurs, dans l'équipe de Nicole Forsgren, qui sont allés voir sur place des petites boîtes, des petites startups, des grands groupes de plusieurs centaines de milliers de collaborateurs, dans plein de pays différents. C'était avant les tensions 2018, on est quand même avant les grosses tensions qu'on connaît maintenant. Pourquoi je dis ça? C'est parce que l'étude ils ont été dans des boîtes américaines bien sûr, européennes bien sûr, mais pas que dans le monde occidental, ils ont été en Chine et tout. Et dans plein de contextes différents. Alors, seul point commun, des gens qui produisent du logiciel. Mais même, ils ont été voir par exemple les boulangeries Paul. Les boulangeries Paul, il y a plein de logiciels pour faire tourner la machine. Donc Paul a aussi, c'est pas des prestataires externes, Paul développe, ils développent une partie de leur logiciel eux-mêmes. Bref, donc plein de contextes différents. Et ils ont trouvé deux constats qu'on va voir dans les slides différents, dans les prochains slides, deux constats qui sont des constats forts, qui ont vraiment chamboulé l'industrie. Juste avant de passer sur les autres slides, il y a une toute nouvelle version du modèle Accelerate que je vais vous montrer dans les slides, qui est sorti en 2023. Et il y a à peu près une semaine, tous les ans, ils sortent leur rapport Dora. Et il y a une semaine, ils ont sorti le rapport 2024, qui fait 108 pages, que j'ai eu le temps de lire, pas complètement d'analyser. Je vous en parlerai un tout petit peu là. Ça me fera une transition. Bref, tout ça pour dire, ça vit encore. N'hésitez pas à aller sur le site DoraDev, c'est vraiment intéressant. Bon, encore une fois, là, c'est pour ceux qui ne connaissent pas Accelerate, mais j'espère que vous allez en tirer de la valeur. Le premier constat d'Accelerate, c'est que vitesse et stabilité sont corrélés. Je l'explique plus. Comme je vous l'ai dit, moi j'ai un passé de dev, et quand j'étais dev, il y avait deux écoles de pensée, donc allez, on va dire entre 2005 et 2010, début de carrière, il y avait principalement deux écoles de pensée. C'était soit tu vas très vite et tu fais de la merde, tu pousses de la merde en prod, soit tu prends le temps de faire de la qualité. Il y a tout un process qualité, on fait les tests, souvent à la main, le chef de projet a rédigé un quai de test, et puis on les passe tous, etc. Ça prend vachement de temps, et donc pour faire de la qualité, pour avoir quelque chose de stable, il y a une nuance, c'est pas exactement la même chose, mais ça prend du temps. L'étude Accelerate, basée sur maintenant il y en a plus que 40 000, je crois, observations, feedback, etc., a cassé ça, a cassé ce mythe, en disant en fait, vitesse et stabilité sont corrélées. Et en fait, ça tombe sous le sens. Alors, je vais vous dire pourquoi ça tombe sous le sens. Ils ont sorti, tous ces indicateurs-là là, sont corrélés. Les deux de vitesse, c'est le lead time, je l'ai déjà évoqué. Alors, pour Accelerate, c'est le temps entre le premier commit et le moment où la solution est livrée dans les mains des utilisateurs. Moi, j'aime bien aussi m'intéresser à ce qui se passe en amont de la chaîne. La fréquence de déploiement, je l'ai déjà évoqué avec mon histoire de vélo, mais combien de fois est-ce qu'on est capable de livrer dans un laps de temps donné? Ça, c'est des indicateurs donc, qui sont corrélés, et qui sont aussi corrélés avec les indicateurs de stabilité. Le MTTR, finalement, c'est en combien de temps est-ce qu'on est capable de réparer un service qui est tombé en panne en prod. C'est pas un secret, j'ai par exemple bossé chez Cdiscount. Chez Cdiscount, si on a la brique de paiement qui tombe en panne, on a intérêt à la rétablir vite, parce qu'on voit les milliers d'euros, les millions d'euros qui partent tous les jours. Donc il faut le rétablir vite. Et le change failure rate, alors il est très contesté dans la Dora community, je ne vais pas appuyer dessus dans la conf, mais en gros c'est un indicateur de qualité du code. J'y reviendrai un tout petit peu après, mais bref. Ces indicateurs-là sont corrélés. Et en fait, quand je vous disais que ça tombait sous le sens, j'ai connu Rachel, qui était juste avant dans la conf, je l'ai connue dans la DSI de Pôle emploi. J'allais dire je l'ai connue chez Pôle emploi, ça pourrait laisser penser à d'autres choses. Non, je l'ai connue dans la DSI de Pôle emploi. Et à l'époque, Pôle emploi, ils livraient genre 2 fois par an leur applicatif.
Et du coup, si, alors, ok, ils sont dans une situation, ils n'ont pas de concurrent, pour Pôle emploi, il n'y a pas de concurrent. Mais à l'époque, donc c'était il y a 10 ans, hein, maintenant j'espère qu'ils me pardonneront que je révèle ça, mais s'il y avait un truc qui tombait en panne, bah, les process, l'outillage, les gens ne savaient pas le réparer vite. On livre une fois, enfin 2 fois par an. Pourquoi? Enfin voilà, s'il y a un truc qui bug, déjà pourquoi ça pète? Putain, on a rien livré. Comment ça se fait? Bon bref. Et donc on perdait un temps fou. Des fois ça se comptait en semaines, littéralement en semaines. Quand il y avait une fonctionnalité cassée, ça se comptait en semaines. Donc et comme je vous l'ai dit là, pas souvent donc dans le e-commerce chez Cdiscount, il y a un truc qui est cassé. Mais si on est outillé, processé pour réussir à livrer plusieurs fois par jour, c'est assez simple en fait de déployer un correctif, etc. Donc bref, Accelerate, vitesse et stabilité sont corrélés. Ça, c'est le premier constat. Et le deuxième constat, ça marche, merci, c'est que le deuxième constat, c'est qu'en fait, ils ont montré que ces indicateurs, les doramétriques que vous avez entendus, sont corrélés à la performance de l'entreprise. Ok ? Je le répète, hein, ces 4 indicateurs sont liés à la performance de l'entreprise en termes de rentabilité par de marché. Et donc, ça leur a permis de sortir ce tableau, comme les indicateurs sont corrélés entre eux. Alors, c'est très à l'américaine, hein, mais les mauvais performeurs, ce sont ceux qui déçoivent les attentes des investisseurs. Les hauts performeurs, ce sont ceux qui sont au-delà des attentes des investisseurs. Et l'élite, grosso modo, c'est les GAFA. Je ne sais pas s'il y en a certains d'entre vous qui boursicotent ou qui achètent des actions d'Amazon, de Google, etc. On s'est tapé quoi, 400% en 2 ans, je crois. Enfin bref, ça monte beaucoup. Ils surperforment effectivement par rapport aux investisseurs. Et donc on voit, alors le but c'est pas d'aller bêtement d'essayer de cibler l'élite, il faut être un peu réaliste. Mais par exemple, si maintenant je retournais chez Pôle emploi il nous avait sollicité pour mettre en place un framework, et d'ailleurs ils l'ont plutôt très bien fait, hein, qui s'appelle Safe. Mais encore une fois, pour moi mon regret c'est qu'ils ne se questionnaient pas beaucoup sur le sens. Maintenant j'irais peut-être en disant, attendez, on va déjà essayer de mesurer les doramétriques, voir où est-ce que vous êtes. Parce qu'il y a une étude scientifique qui, si vous tenez compte du fait que les stats c'est de la science, moi je viens des sciences dites dures, maths, donc je ne considère pas que les stats c'est de la science. C'est très condescendant de dire ça. Mais bon, si vous considérez que les stats c'est de la science, bah, une étude scientifique qui montre que, grosso modo, si vous êtes ici, vous n'allez pas être performant, et si vous êtes là, bah là vous allez surperformer. Alors encore une fois, pour Pôle emploi ne cherche pas forcément à faire de l'argent, c'est un peu différent. Encore une fois, ce truc-là, c'est plus pour les boîtes capitalistes à l'américaine. Mais en tout cas, ça aurait été intéressant de mesurer les doramétriques et de dire, bah voilà, regardez, vous livrez quelques fois par mois, enfin par an plutôt, bah peut-être que ça peut être intéressant d'essayer de livrer plus souvent. Vous mettez plus de 6 mois pour réagir aux besoins des utilisateurs, peut-être que ça serait intéressant de réduire votre lead time, etc. Et donc il y a plusieurs axes là-dessus. Hein. Il y a les WIP limits, couper plus en tranches plus fines, des trucs ultra basiques que vous connaissez, l'automatisation des tests, le mutation testing, ça c'est pour les trucs techniques, s'il y en a qui ça amuse. Mais en tout cas, voilà, le constat d'Accelerate, c'est de dire encore une fois, vitesse et stabilité sont corrélés, et ces indicateurs sont liés à la performance de l'entreprise. Juste une chose, ça j'ai mis, alors ça c'est quand on compare l'élite par rapport aux low performers. Bah voilà, au global, si on fait une moyenne, ça c'est issu de l'étude qui est sortie. C'était plus élevé avant et c'est dans l'étude 2024, ça s'est calmé. Mais c'est grosso modo, les élites vont 127 fois plus vite en moyenne pour réagir que les low performers. Et si on a un service qui tombe en panne en prod, bah, les élites, les GAFA, vont plus de 2000 fois plus vite que les low performers pour le réparer. J'ai parlé de Pôle emploi, c'était un truc, j'ai aussi bossé dans d'autres boîtes que je ne veux pas citer maintenant parce que je les accompagne il n'y a pas longtemps, qui essayent de faire de l'argent, etc., qui sont dans des domaines très compétitifs et qui sont des low performers. Hein. C'est juste pour dire, voilà, ça peut être intéressant d'essayer de les tirer vers la performance. Et du coup, Accelerate, alors ça se voyait mieux dans l'étude qui est sortie en 2018. Si vous êtes intéressé, venez, je vous le montrerai, ou vous tapez Accelerate modèle 2018, etc. Donne des leviers concrets pour jouer dans le bon sens sur ces 4 indicateurs, sur les fameuses doramétriques, si je veux être juste. Et je trouve que dans le modèle récent, donc ça c'est le modèle 2023, on les voit un peu moins. Surtout dans le domaine, je vous le montrerai si vous voulez, venez me voir après, on pourra en parler. Dans le modèle 2018, on voyait toutes moi j'appelle ça vraiment des corrélations, toutes les corrélations des pratiques vers les objectifs.
Et ça, vous pouvez encore les retrouver sur le site hein, dora.dev. Alors, brièvement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ces trucs-là, qui sont des pratiques en fait très concrètes de terrain, sont corrélés, et encore une fois, scientifiquement prouvés à ces indicateurs-là. Et là, ils ont rajouté des trucs sur les SLO, je ne veux pas passer ma conf dessus, mais donc sont corrélés aux dora-métriques. Et que ces dora-métriques sont corrélés, encore une fois, là vous avez toute la chaîne de corrélation, sont corrélés à la performance de l'entreprise. Et en plus, c'était exprimé différemment dans le modèle 2018, même si c'était quand même dit, c'est aussi corrélé à d'autres indicateurs sur le bien-être des employés, etc. Juste une chose, c'est à peu près marqué là, mais tout n'y est pas. Dans le modèle 2018, par exemple, on parlait de mettre en place des WIP limits, mettre en place du management visuel, travailler en petits lots, au bout de combien de temps, enfin, prendre du feedback des utilisateurs. Posez-vous la question, d'ailleurs, si vous êtes dans l'IT, ça fait combien de temps que vos devs n'ont pas parlé à des utilisateurs réels? Est-ce que c'est plus d'une journée, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours? J'ai spoilé ton passif quand je parlais de Pôle emploi. Vous n'avez pas entendu sa réponse, mais bon, bref. Donc ce qui est intéressant, c'est dans Accelerate, pourquoi je dis que c'est le moteur, c'est qu'Accelerate donne des choses à expérimenter, des pratiques où ils disent c'est corrélé aux indicateurs de ROI, et ces indicateurs sont corrélés à la performance de l'entreprise. Il y a aussi l'effet boule de neige. Si j'ai une équipe qui met en place des WIP limits dans son coin, ça va jouer un peu sur le lead time de l'équipe, donc par répercussion de l'organisation. Maintenant, si j'ai tout un domaine, une zone, je ne sais pas comment vous appelez ça dans votre orga, mais une grosse zone, ça joue encore plus. Et il y a aussi un effet boule de neige, c'est que si ce qu'on appelle les capacités accélérées, si j'en active une, ça joue un peu sur la performance de l'orga, mais l'effet est exponentiel. Si j'en active 2, 3, ça marche encore plus. Encore une fois, lisez le bouquin hein, que je vous ai présenté il y a quelques slides, ça vous donne les 24 clés. Ça n'a pas été contredit, c'est juste qu'ils en ont refusionné, ils en ont remis certaines en évidence, ils les ont recatégorisées, parce qu'avant il y avait celles sur le product management, le lead management, les capacités techniques, tests automatisés, trunk-based development, bref, etc. Et maintenant ils les ont fait en voilà, l'apprentissage continu, le flux, et le feedback à la fois technique. Je livre un truc en prod, je m'assure que ça, je sais pas, le CPU de la machine et autres, et je vous l'ai dit, le feedback, aller collecter sur le terrain les feedbacks des utilisateurs. Moi, ça a fait un déclic dans ma tête quand je l'ai découvert en 2018, parce que, comme je vous disais, je viens du monde du dev, et au début, avant d'être moi-même, de devenir Scrum Master et autres, je subissais un peu, je me disais, mais pourquoi est-ce qu'on me demande de faire ça? À quoi ça me sert? Ce que j'aime bien dans l'étude Accelerate, c'est que ça montre que c'est pratique, que les agilistes poussent depuis longtemps. Hein. En fait, il n'y a pas grand-chose de nouveau. Mais ouais, les WIP limits, ce qui est intéressant, c'est que ça joue sur la performance de l'organisation. Et donc, ça permet d'accrocher, de faire un lien entre les opérationnels, les devs, et le top management, les exécutifs. Parce qu'encore une fois, eux, oui, la performance de l'organisation, ça les intéresse. Donc ça, c'est le moteur. Mais, et ça, je suis super ravi de ce qui est sorti il y a une semaine. Donc comme je vous l'ai dit, il y a le nouveau rapport Dora qui est sorti en 2024. Moi, j'aimais pas ça. Les dora-métriques. Enfin, je le pousse depuis des années, mais il y avait un truc qui me manquait beaucoup, c'était que c'était des indicateurs que techniques finalement, etc. Et des fois, je vais jouer l'imbécile, mais je vais voir un exécutif, encore une fois, dans une grosse boîte, un grand patron, et moi je lui dis, ouais, on va plus vite et tout, c'est super bien, et ça va être relié à la performance de l'organisation. Mais le truc, c'est qu'il y a une inertie. Enfin, c'est pas parce qu'on prend des actions dans les équipes que ça se voit tout de suite sur le lead time, et c'est pas parce qu'on a réduit le lead time par 2 que tout de suite la boîte elle va gagner beaucoup plus d'argent. Et donc les grands patrons, grosso modo, ils disaient mais je m'en fous en fait de tout. Tu travailles mieux, c'est bien, mais t'as un meilleur lead time, c'est bien. Ouais, je vois pourquoi, mais à quoi ça me sert? Et moi, j'avais toujours un truc qui me manquait. Je me disais mais ok, il faut mesurer peut-être d'autres choses qui font plaisir aux exécutifs en attendant qu'ils voient l'effet sur la performance. Et j'ai été conforté dans ça par l'étude qui est sortie il y a une semaine. Donc le nouveau rapport Dora 2024 que vous pouvez aller télécharger, qui fait 108 pages, allez-y, il est vraiment bien. Il est juste en anglais. Donnez-le à ChatGPT, il vous le traduira. Il y a plein de nouveaux trucs et ils disent fondamentalement que les dora-métriques ne sont pas suffisantes et qu'il faut. Je suis content, donc ça m'a conforté. J'étais en train de construire la conf, je le lis il y a une semaine et je vois, ok, Dora dit que les dora-métriques ne sont pas suffisantes et qu'il faut aller chercher d'autres choses. Et moi, je vais vous apporter ma clé, que j'ai depuis du coup quelques années, avec l'Evidence-Based Management.
et je vais continuer ça. Juste aussi une chose que je trouve intéressante, donc ça c'est issu du rapport 2024, c'est bien sûr l'avènement de l'intelligence artificielle. Alors on voit très mal, j'ai essayé de le caser au dernier moment hier soir, mais c'est comment les devs utilisent l'IA, et je vous fais gagner quelques pages de lecture, mais dans les grandes lignes, ça a joué beaucoup sur la productivité. Par contre, ça a pété la qualité. En ce moment, on fait beaucoup d'IA, mais on fait n'importe quoi. Et ce qui est intéressant, je trouvais là, on le voit très mal, désolé, c'est les cas d'usage. Donc, ce qui ressort beaucoup, c'est qu'en fait, on utilise l'IA pour écrire des tests, et après on dit l'IA, bah, en fait, maintenant, écris-moi le code. Non, pardon. On écrit nous les tests, les humains écrivent les tests, et on dit à l'IA, maintenant, tu écris le code qui fait passer ces tests au vert. Donc, ça a renforcé le côté TDD, Test Driven Development. Bref. Mais il y a plein de cas d'usage de l'IA dans les équipes tech. Encore une fois, je vous encourage à lire le rapport. Et donc, ça, voilà, les droits métriques, c'est bien, mais est-ce que c'est suffisant? Puis qu'est-ce qu'elles nous disent pas et qu'est-ce qu'il me faut pour aller plus loin, en fait? Parce qu'encore une fois, c'est de la technique, mais j'arrivais pas à accrocher les top managers. Même si je leur dis ça va jouer sur la performance, bah, ils me sollicitent et puis 3 mois après, le lead time ça a diminué un peu, mais la performance elle n'est pas au rendez-vous. Et moi je lui dis oui mais attends, il y a une étude scientifique qui te le dit, c'est quand même un argument fort. Mais bah, lui il a ses résultats en face et ça bouge pas encore. Et du coup, je vous ai dit Accelerate c'est le moteur. Pourquoi je dis que c'est le moteur? C'est parce que ça donne des leviers d'activation. Et maintenant je vais vous parler un petit peu de EBM, qui est moins mainstream, qui est moins connu, qui commence à être beaucoup poussé par Scrum.org. Je pense justement que c'est beaucoup poussé par Scrum.org pour aller dans le sens d'Accelerate, et qui rafle un petit peu de monde aussi, qui continue à vivre, parce que Scrum descend un peu, même si c'est encore beaucoup utilisé, Scrum descend un peu. Alors aussi autre chose, hein, Scrum n'a rien inventé, hein. Scrum.org, ils ont fait une certif qui va en face, elle est d'ailleurs très bien, et assez difficile j'ai trouvé. Mais ça fait depuis des décennies, ça existait avant Scrum. Alors quoi que je dis avant Scrum, si on prend du compte que Scrum c'est 86 les premiers écrits, bon bref, j'ai vu des écrits sur l'evidence-based management dans les années 80, donc bref. J'ai dit ils ont rien inventé, mais en tout cas, voilà, ils mettent en avant plus en ce moment l'evidence-based management. Et pour moi, c'est la boussole. Pourquoi est-ce que je dis que c'est la boussole? Je vais essayer de se caricaturer encore une fois. Alors il y a un Evidence-Based Management Guide, comme il y a un Scrum Guide, qui est bien, encore une fois. Hein, téléchargez-le, ça va vous faire de la lecture intéressante. Alors, je vais commencer par le simple, qui est à gauche sur le slide, et puis je vais aller sur le un peu plus subtil, qui est à droite. À gauche sur le slide, là, grosso modo, c'est juste le fait que il faut avoir plusieurs objectifs. Ça fait un peu penser aux OKR. Des objectifs tactiques, des objectifs stratégiques, et entre les deux, des objectifs intermédiaires. Alors, on pourrait même le simplifier encore plus en disant, on est dans Scrum, hein, encore une fois là. Par exemple, les objectifs tactiques, c'est mon sprint goal. Mon objectif intermédiaire, c'est mon product goal. Et encore plus loin, ma vision, c'est mon objectif stratégique, etc. Bon, ça, c'est la première partie, facile. Il me reste 15 minutes, c'est ça? de EBM. La deuxième partie que j'aime beaucoup plus, qui est plus intéressante, c'est que EBM, l'Evidence-Based Management, la promesse, c'est de prendre des décisions informées qui vont tirer l'entreprise vers la performance. Je le répète, hein, prendre des décisions informées. Ce que j'ai bien aimé, c'est que déjà, ils donnent ce qu'ils appellent des KVM et des KVA, Key Value Area et Key Value Metrics. Et en gros, ils disent arrêtez les KPI. On va jouer sur les mots, on pourrait dire que c'est presque la même chose, mais ils disent qu'il y a beaucoup de KPI qui sont des vanity métriques. Par exemple, chez Scrum Life, la chaîne YouTube, le nombre de vues, ça nous fait plaisir, mais c'est un vanity métrique. Nous, on vit des gens qui nous donnent des missions. Si j'ai une vue sur une vidéo, mais que ça se concrétise en quelqu'un qui me file du business, c'est mieux que d'avoir 100 000 vues sur une vidéo, mais qui ne m'amène rien, en fait. D'où le côté vanity métrique. Et le BM, ils ont donc, je vais vous les montrer, hein, pris des métriques, des KVM, et ils les ont répartis dans 4 zones. Et ça, je trouve qu'il commence à y avoir de la subtilité. La valeur potentielle, unrealized value, moi je parle plus de valeur potentielle qu'un produit peut atteindre. La valeur actuelle du produit, la capacité à innover et le time to market. Et alors attendez, bon ça c'est un copain, Jean-Christophe Page, il a fait une illustration. Attention, il n'y a pas que ça, il y en a d'autres, hein. Mais lui, il les met là. Mais je vous mets quand même son illustration parce que j'aime bien. Pour vous montrer la valeur actuelle, par exemple,
qu'est-ce qu'on peut lui montrer? Il n'y a pas que le NPS. Ça lui fera plaisir que vous preniez ça en photo. Moi, ce que j'aime bien, c'est le taux d'utilisation des fonctionnalités. Je viens de livrer, et ça je l'ai fait quand j'étais chez BetClick, on vient de livrer une fonctionnalité en prod. Si j'ai 10 000 utilisateurs sur 100 000 qui l'utilisent, bon, bah, j'ai 10% de taux d'utilisation. 10%, c'est un truc un peu pourri. Des fois, le micro saute, hein, je crois qu'il a plus de batterie. Bref. Et du coup, ce qui est assez intéressant, c'est bah voilà, il y a des organisations où quand vous mesurez le taux d'utilisation effectif moyen de toutes les fonctionnalités, donc vous prenez toutes les fonctionnalités, vous mesurez leur taux d'utilisation. Il y a des cas particuliers hein, pour des trucs en interne et tout, mais quand c'est pour du grand public, des fois on a des taux moyens qui sont de l'ordre de 5-6%. Ça veut dire que vous avez des fonctionnalités qui ne sont pas du tout utilisées, mais qui sont maintenues, qui coûtent très cher, etc. Et donc là, ça nous montre voilà, la valeur actuelle du produit. D'ailleurs, vous pouvez dire, voilà, on va essayer de virer du code ces fonctionnalités qui servent à rien, de garder que celles qui sont beaucoup utilisées. Ça peut être des stratégies. En tout cas, c'est des questions qui sont intéressantes à se poser. Ce que j'aime bien aussi, tiens, dans la valeur non réalisée, la valeur potentielle, c'est la croissance du marché. Tout à l'heure, bah, je l'ai dit, hein, j'ai bossé chez BetClick. BetClick a fait des campagnes de pub où on voyait pas, en fait, presque pas leur logo quand il y avait les Coupes du Monde, etc., de rugby notamment. Parce que une boîte préfère avoir 30% d'un marché qui pèse plusieurs milliards que 30% d'un marché qui pèse 1 million. Okay, enfin, les boîtes qui veulent faire de l'argent. Hein. Et on jugera de l'éthique après. Les discussions m'intéressent beaucoup. Tout ça pour dire, il y a des boîtes qui, quand il y a un marché, faites un produit génialissime dans un marché qui est en déclin, ça sert à rien. Enfin, c'est un non-sens. Et donc, voilà, Accelerate, les Dorametric ne disent pas ça. On fait un super produit, mais putain, notre marché, on avait 100 000 utilisateurs, maintenant il n'y en a plus que 3. Bah merde, on a un super produit pour 3 personnes. Donc ça montre, voilà, les indicateurs de valeur potentielle, de valeur non réalisée. J'aime beaucoup ça parce que ça fait prendre conscience en fait de tout l'écosystème qui est autour, qui joue beaucoup sur notre produit, mais qu'on ne perçoit pas quand on est trop focus sur ce qu'on est en train de construire. Et après, vous allez les retrouver, donc il y a la capacité à innover et le délai de mise sur le marché où on retrouve les Dorametric. Donc, enfin, en tout cas, quelques-uns. La fréquence de déploiement, le lead time, le MTTR qui sont ici. Donc, on les a, ces Dorametric. Mais ce que j'aime bien quand je vous dis que EBM, c'est la boussole, c'est que EBM, ils vous disent, bah voilà, quoi mesurer pour aller dans le bon sens et en tout cas sortir de ces capacités, de ces vanity metrics, pardon. Donc mon conseil, comme je disais, par contre ils vous disent pas comment le faire. Alors j'ai un slide qui est moins sexy après, comme je vous disais, Jean-Christophe en a mis, mais il y en a plein d'autres qui sont dans le EBM, etc. Et je les ai même pas tous mis. Attendez, je regarde juste, il n'est pas, non, un truc que j'adore sur la capacité à innover. Attends, je vais quand même le chercher, je l'ai pas mis. Ah, ça m'énerve. Bon, c'est pas grave. Un des KVM, Key Value Metrics, que j'aime beaucoup, c'est un truc technique aussi, c'est le temps passé sur le merge d'une fonctionnalité. Vous connaissez peut-être les branching models, etc. Alors, Accelerate pousse la pratique du TBD, Trunk Based Development, etc. Mais c'est drôle de se dire la capacité à innover. Si je vous parle de l'innovation, vous allez me parler de workshops formidables pour avoir des super idées et tout. Et là, EBM dit, attention, le temps que vous mettez techniquement pour merger votre code sur votre appli joue sur votre capacité à innover. Je trouve ça, bref, moi ça m'a fait plein de bangers dans mon cerveau. Je me suis dit, ouais, c'est trop vrai, il y a plein de trucs à mesurer, etc. Bon, je vous remets ce slide, mais c'est juste pour dire, voilà, l'EBM, l'Evidence-Based Management, dit, si vous voulez être performant, il faut que vous puissiez prendre des décisions informées. Il faut choisir certaines de ces KVM que vous voulez améliorer, le taux d'utilisation des fonctionnalités, etc. Alors encore une fois, il dit performant au sens large. Hein. Choisissez-les, menez des expérimentations et mesurez le résultat de ces expérimentations. Alors, expérimentation au sens scientifique du terme. Une hypothèse, qu'est-ce que je devrais en tirer? Qu'est-ce que ça peut toucher peut-être? Est-ce qu'il y a d'autres choses? Et donc, encore une fois, il y a un protocole expérimental. C'est pas juste tu à l'arrache, je fais n'importe quoi et puis on voit ce qui se passe. C'est quand même, on se pose des questions avant. Et je vais aller vite, j'ai combien de temps encore? Combien? D'accord, ça marche. Du coup, c'est juste pour dire, voilà, il y a des... Ah, j'ai oublié son nom, il m'en voudra pas. Hein.
Bon, il y a un formidable article, genre arrêtez les KPI, passez au KVM, vous le trouverez. Ou en tout cas, les gens qui pratiquent l'EPM au quotidien disent choisissez euh, deux métriques par KVA, par area. Donc choisissez-en deux. Menez votre expérimentation en disant on fait le focus sur ces deux-là. Et vous allez voir, sans doute, ça va toucher les autres. Par exemple, oui, Accelerate nous dit d'ailleurs, ce qui n'est pas dit dans l'EBM, que celles-là, elles sont liées entre elles et qu'elles sont liées à la performance de l'entreprise, etc. Donc encore une fois, menez une expérimentation, faites une super campagne de pub pour dynamiser votre marché, et vous allez voir que ça va sans doute jouer sur le net. Enfin, vous faites votre campagne de pub, ça dynamise votre marché, vous êtes content, vous avez mené votre expérimentation, et vous verrez des effets de bord aussi, ça va sans doute faire jouer ou avoir un impact sur d'autres indicateurs tirés de EBM. Parce que ce qui est implicite, c'est pas encore dit comme ça, c'est que tous ces indicateurs-là, finalement, sont liés entre eux. La valeur actuelle, la valeur non réalisée, c'est... Hop là. Toutes ces key-value area sont liées entre eux, et donc les KVM sont liés entre eux. Encore une fois, ils n'ont pas fait l'étude scientifique qui va derrière, il y a de plus en plus d'écrits qui disent que c'est lié, mais ça n'a pas été prouvé. Et du coup, pour moi, si je devais faire une synthèse, ce que moi j'appelle la data-driven transformation, ma définition, enfin en tout cas ce que moi j'utilise au quotidien, c'est un savant mélange de EBM que j'utilise comme boussole, parce qu'encore une fois, rappelez-vous, hein, c'est souvent les exécutifs me disent c'est très bien ton truc Accelerate, tu vas super vite, mais moi je vois pas les résultats sur mon chiffre d'affaires. Et en vrai, la science nous dit que oui, il y en aura, mais il y a une inertie, des fois c'est 2 ans après. Enfin, sur mon site coachagile.com, j'ai un simulateur Kanban où on a un système, on peut le déréguler, et on voit que quand, par exemple, on remet en place des whip limits, l'effet sur le lead time se voit plusieurs mois après. Je pourrais vous faire une démo si vous voulez venir me parler en pause café. Tout ça pour dire que c'est ce que vous allez faire dans vos équipes que vous accompagnez, ça va jouer sur le lead time quelques semaines, quelques mois après, et ça se verra dans 2 ans, les effets sur la performance de l'orga. Alors que les indicateurs EBM, c'est des choses qui sont plus réactives, ça bouge beaucoup plus vite. Et donc, voilà, ça me permet d'adresser les exécutifs en disant, regarde, les actions qu'on fait, ça joue sur le taux d'usage des fonctionnalités, ça joue sur, bref, les indicateurs qu'on a pu mener, qui eux-mêmes sont corrélés à la performance de ton orga. Bref, donc ça fait des indicateurs intermédiaires que je peux fournir aux exécutifs et on est content. Pourquoi je dis Accelerate trace la route? C'est parce que EBM ne donne pas des pratiques. Ça dit, EBM dit juste mener des expérimentations. Mais quand on est quelqu'un de, je vais jouer sur le mot, quand on est quelqu'un de peu expérimenté et qu'on nous dit fais des trucs pour améliorer ces indicateurs, on ne sait pas trop quoi faire. Là où Accelerate, dans le bouquin, il donne, dans le bouquin originel, 24 capacités très concrètes, management visuel, whip limit, travailler en petits lots, avoir une vision fine du flux, faites des value stream mapping, des tests automatisés, je vous ai dit même maintenant, la Dora Community parle de mutation testing pour tester ces tests, c'est incroyable, ça fait longtemps que ça existe, mais on le redécouvre tout le temps. Bref, des capacités très concrètes à activer. Donc Accelerate vous dit, ok, nous on a des expérimentations toutes faites, tu peux les prendre. Tu peux en faire d'autres, mais tu peux les prendre. Donc Accelerate pour moi c'est, je vais dire le moteur, et EBM c'est la boussole. Une dernière chose que je voulais vous montrer, c'est, alors, Joe Justice, c'est le Justice Board. Joe Justice, c'est quelqu'un qui a bossé pour Elon Musk, qu'on aime ou pas, Elon Musk, personnellement, j'ai tendance à dire que c'est quelqu'un d'exécrable, mais il a des boîtes qui marchent quand même plutôt bien. Et donc, Joe Justice était coach agile dans les boîtes de Musk, SpaceX, Tesla, etc. Et il voit ça, et il a fait une conf ultra intéressante, hein, il a une masterclass qui vaut plusieurs milliers d'euros, mais l'un des outputs, c'est ça, c'est le Justice Board. Du coup, c'est dans les boîtes de Musk, il y a la vision à très très long terme, coloniser l'espace pour SpaceX, ce genre de truc, hein, mais vraiment, vraiment. Et après, il y a toutes les expérimentations qui sont en cours. Alors c'est très à l'américaine, et en plus on est dans les boîtes de Musk. Il y a le coût en temps réel des expérimentations. Si tu as besoin d'acheter des trucs, c'est compté. Parce qu'il faut que tu dises pour quelle expérimentation tu achètes des choses, des licences, etc. Et il y a aussi le coût des salariés. Enfin, et on voit ce truc en temps réel, c'est anxiogène au possible, hein. On est dans les boîtes de Musk, mais on voit en temps réel le truc qui monte. Ton expérimentation, elle me coûte $10 000, elle me coûte $20 000, elle me coûte $22 000. Enfin, on voit le truc qui monte comme ça.
Donc si on y passe 3 jours, etc. Et on voit aussi l'effet sur le KPI tiré de l'evidence-based management souvent à suivre. Notamment, par exemple, chez SpaceX, c'était les expérimentations, c'est voilà, on va faire ça pour jouer sur le coût de revient en dollars d'envoyer 1 kilo de quelque matière que ce soit dans l'espace. Si ça nous coûte 1 centime de moins, c'est bien. Enfin bref, un KPI à suivre. Bon, là, je vous en ai mis quelques-unes tirées de clients qu'on accompagne, vraiment. Hein. Bah voilà, faire des revues de code assistées par IA, combien ça nous a coûté? Il y a peut-être des licences à faire, des gens à former, les gens les formateurs, il faut les payer. Enfin bref, donc on sait à peu près combien ça nous coûte et essayer de voir en temps réel, vu qu'on ne fait rien d'autre à côté, pour pas mélanger les expériences qui rendraient complètement tout flou, on voit à peu près ce que ça nous fait. Bref, c'était le dernier truc, mais j'aime bien le Justice Board. Et maintenant, bah voilà, pour moi, la Data-Driven Transformation commence là où les certitudes s'arrêtent. Encore une fois, rappelez-vous, au début, je parlais de la capacité à douter pour expérimenter. Le doute, c'est une compétence, ce n'est pas un défaut. En tout cas, j'en suis presque sûr. Et c'est stressant, mais avec EBM, Boussole et Accelerate comme moteur, don't worry, be happy. J'avais mis la musique, mais elle s'est pas lancée, c'est pas grave. Je l'ai chanté. Bon, bref. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas. Et puis c'est tout. Le QR code, vous l'avez. Et il y a une question de France. Je peux presque tous vous nommer dans la salle, attention. Non, c'est pas vrai, j'ai eu de l'agence. Vas-y. Alors, déjà, se mettre d'accord sur qu'est-ce qu'on a envie de mesurer, tu sais, du coup tirer de EBM et ou des duramétriques. Moi, souvent, tu l'as compris, c'est les duramétriques, mais c'est pas suffisant, du coup, je prends d'autres trucs à tirer sur EBM. Et comme je te disais, sur le par quoi commencer, alors mon passé de dev fait que j'aime plus commencer par les capacités techniques d'Accelerate. Mais ça dépend de ton orga. Est-ce qu'il y a des tests automatisés? Est-ce qu'ils ont des problématiques, un branching model qui suivent? Est-ce que c'est clair pour eux? Est-ce qu'ils ont un pipeline de livraison en prod automatisé et clair, etc. Généralement, je commence par des trucs techniques de mon côté. Mais voilà. Et du coup, j'ai pas ton prénom. Je fais la connexion avec la première conf et un bout de la tienne. Tu disais que Accelerate n'était pas suffisant et du coup tu as exploré EBM. EBM, c'est sur un modèle productiviste. On parlait d'éco-sustainabilité, sociale, écologique, etc. Est-ce que on pourrait, enfin là comme ça, hein, et c'est pas, je pense que c'est pas t'étais peut-être pas capable de répondre là tout de suite, mais imaginons on file la métaphore. Est-ce qu'on n'a pas des indicateurs sociaux, écologiques qu'on pourrait regarder qui permettraient de dépasser le BM? C'est la dernière question, après on n'a plus le temps. Mais du coup, alors moi j'ai une réponse. Effectivement, je vous ai plusieurs dit que l'éthique, malheureusement, je la mets de côté, que là c'était pour faire de l'argent. Mais sur l'éthique, il y en a une qui, moi, m'intéresse, c'est à mesurer et à essayer de tirer peut-être à la baisse, mais du coup, il faudra la combiner avec d'autres choses. C'est la rétention des utilisateurs. Pourquoi je suis sensible à ça? Les produits qui essaient de vous faire revenir en permanence sur une appli, et tout à l'heure, tu as parlé de drogue, mais pour d'autres choses, mais qui se transforment en drogue. Moi, j'essaie de les désinstaller parce que j'ai été victime de ça aussi, hein, de passer un temps fou. Donc, grosso modo, la rétention, combien de fois ton utilisateur revient et tout, il y a plein de marques qui essayent. Netflix, typiquement, tu termines ta série, t'arrêtes le bouton, t'éteins ta télé, ça t'est déjà arrivé de recevoir une notif. Au fait, t'as l'épisode 2 qui t'attend, tu sais. Netflix essaie de vous ramener tout le temps sur l'application, ça vampirise le temps. J'ai pas désinstallé Netflix parce que j'ai des reportages intéressants que je vois dessus. Mais tout ça pour dire, ouais, peut-être que le côté éthique, l'indicateur qui me viendrait, c'est
essayer d'être raisonnable sur la rétention et pas essayer de faire revenir tout le temps les utilisateurs. Désolé pour ce côté éthique, encore une fois, là c'est pour les boîtes qui, non éthiquement, essayent de faire plein d'argent.